Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode qui sera essentiellement consacré à Ed Brubaker et dans lequel on rendra également hommage à Jason Pearson dont on a appris la disparition il y a quelques jours. Alors, oui, c'est la vidéo qui était prévue dimanche dernier, mais il fallait en priorité que je boucle les deux vidéos sur les sorties de février et c'est toujours les vidéos qui me prennent le plus de temps à préparer. Donc maintenant que c'est fait et que c'est en ligne, on devrait pouvoir reprendre notre rythme normal de publication. Et on va donc pouvoir parler d'Ed Brubaker, que j'ai pas mal lu ou relu ces derniers jours, avec une nouveauté et la réédition d'un titre plus ancien. La nouveauté, c'est le premier tome de Friday, qui vient de paraître chez Glénat. Alors, ça fait un moment que Glénat a plus de collection dédiée aux comics, mais ça les empêche pas d'en publier de temps en temps, comme c'est le cas ici. Friday est donc écrit par Ed Brubaker et est dessiné par Marcos Martin, un dessinateur qui, depuis 20 ans, a signé un paquet de bonnes choses, genre Bad Girl Year One, Doctor Strange The Oath par Brian K. Vaughan. Il a fait des épisodes d'Amazing Spider-Man écrits par Dan Slott. Il a bossé sur Daredevil avec Mark Waid. Et puis, plus récemment, il avait dessiné les mini-séries Private Eye et Barrière, toutes les deux écrites par Brian K. Vaughan. Je pensais que Friday était la première collaboration entre Brubaker et Martin, et en fait, pas tout à fait, puisque Martin avait dessiné une partie d'un numéro spécial de Captain America, qui était sorti pour le 65e anniversaire du personnage, en 2006. Alors, la moitié était dessinée par Javier Pulido, et lui réalisait l'autre moitié. Alors, je crois que c'est la seule fois où ils ont bossé ensemble avant Friday. Si jamais je me gourre, surtout n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et donc, Friday, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Friday Fitzberg, une jeune femme qui a grandi dans une petite ville américaine qui s'appelle Kings Hill, une ville qu'elle a quittée pour poursuivre ses études et où elle revient à l'occasion des fêtes de Noël. Et ce retour, c'est également un retour dans le monde de son enfance. Et son enfance, c'est d'abord et avant tout Lancelot Jones, le gamin avec qui elle a grandi, avec qui elle a vécu tout un tas d'aventures plus ou moins improbables, et qu'elle a quitté en même temps que tous les deux devenaient adultes. Lancelot Jones, c'est une espèce de petit génie. Gamin, c'était un genre de Sherlock Holmes en culotte courte. Et aujourd'hui encore, il donne régulièrement un coup de main à la police locale pour résoudre certaines enquêtes. Et quand Friday le retrouve, il est justement sur une affaire. Et le duo qui est formé va immédiatement se reformer. Sauf que, depuis le temps qu'ils ne se sont pas vus, le monde a changé et c'est surtout eux, en fait, qui ont changé. Et Friday, c'est donc en premier lieu l'histoire de jeunes adultes qui revisitent leur enfance avec une bonne dose de nostalgie et l'impression d'avoir perdu quelque chose en route. Alors, c'est pas la première fois que Ed Brubaker aborde le sujet. On en verra un autre exemple tout à l'heure. Mais c'est en gros une histoire pour enfants qui est revisitée avec les codes des récits pour adultes. Et c'est aussi un récit fantastique. Et de ce point de vue, on a aussi le même traitement, c'est-à-dire que les histoires qu'on se racontait enfant pour se faire peur, là, elles prennent tout à coup une tournure vachement plus réaliste et vachement plus dangereuse. Alors, ce premier tome réunit les 3 premiers numéros de la série, et c'est à mon avis, c'est un poil trop court, parce que ces premiers épisodes, ils mettent en place tous les éléments de l'histoire et les principaux personnages. Par contre, l'intrigue, elle démarre vraiment que dans les dernières pages. Alors, aux États-Unis, la série paraît à un rythme qui est quand même très irrégulier. Je crois que le dernier numéro paru, c'était le numéro 5, et il date de mai 2022, je crois. Donc, il va quand même falloir être pas trop pressé pour avoir le fin mot de cette histoire. Mais, en l'état, je trouve que ça reste une très chouette lecture. Très belle également, parce que Marcos Martin fait vraiment du beau boulot.
dans un style illustration pour la jeunesse, et qui a en même temps un côté très sombre. Et le fait est que ça colle parfaitement au scénario de Brubaker. Bref, Friday numéro 1, chez Glénat, 19 € pour 120 pages. C'est sans doute un poil cher, mais je le recommande. Et on change donc de registre, et on passe aux 2 premiers tomes de l'intégrale Criminal, où Ed Brubaker retrouve son dessinateur fétiche, Sean Phillips. Le premier volume que voici était sorti en juin 2022, et le deuxième tome vient de sortir en janvier. Alors, Criminal, c'est peut-être l'œuvre la plus représentative du style Ed Brubaker. C'est là où on retrouve toutes ses influences, et en particulier l'influence du polar noir, les grands classiques du genre, que ce soit au cinéma ou en littérature. Brubaker et Phillips ont lancé la série en 2006, et à l'époque, c'était chez Marvel, sous le label Marvel Icon. Alors, Marvel Icon, c'était un label qui visait à concurrencer directement les éditeurs indépendants comme Image ou Dark Horse, puisque les créateurs qui publiaient en Marvel Icon conservaient les droits de leur création. Et ça permettait du coup, pour Marvel, de faire signer aux créateurs des contrats d'exclusivité, tout en leur permettant de continuer à travailler sur leurs œuvres personnelles. Et Brubaker y a donc publié les premiers épisodes de Criminal, mais aussi la série Incognito. Mark Millar, après lui, a publié aussi, notamment Kick-Ass, c'était en Marvel Icon. Brian Michael Bendis avait rapatrié Powers, qui à l'origine était publié chez Image, et il y en a eu quelques autres comme ça. Et donc, Criminal, c'est une série d'histoires indépendantes les unes des autres, mais qui se déroulent dans le même univers, et qui ont parfois des personnages en commun. Alors, le personnage principal d'un récit, eh ben, on va le retrouver plus tard en personnage secondaire dans un autre, où on va même juste le croiser le temps d'une apparition. Et la première histoire, qui s'appelle Lâche, elle donne bien le ton de Criminal. C'est-à-dire que c'est du polar pur jus, c'est du noir à l'ancienne qui raconte son histoire du point de vue des criminels plutôt que du point de vue des flics. Et en l'occurrence, c'est l'histoire de la préparation d'un casse et de son exécution, et aussi des complications, on va dire, qui vont s'en suivre. Et le personnage central, c'est Léo. C'est un type extrêmement doué pour organiser des braquages, qui planifie tout absolument jusqu'au moindre détail, et qui va se trouver embarqué dans une affaire où il va vite se rendre compte que, même en étant le plus minutieux possible, c'est pas toujours possible d'éviter de se prendre une montagne d'emmerdement dans la tronche. Et pour les lecteurs de polar, là, on a une histoire à la Richard Stark. Alors, Richard Stark, c'était un des pseudos de l'écrivain Donald Westlake, qu'il utilisait pour raconter les histoires de Parker, qui était un criminel braqueur de banque, et qui en général avait autant de problèmes avec les flics qu'avec les autres criminels avec qui il bossait, et qui essayaient de la lui faire à l'envers. Côté comics, on connaît Parker grâce à ça. Grâce aux adaptations qu'en avait fait Darwin Cook, il y a une douzaine d'années. Il avait adapté 4 romans de Richard Stark, et c'était paru en France chez Dargaud, d'abord en 4 tomes, et ensuite ça a été repris en un seul volume. Alors, graphiquement, c'est très différent du travail de Sean Phillips, mais c'est vraiment très très bon, c'est très fidèle aux romans originaux de Richard Stark, et en plus, chaque récit a vraiment sa propre approche graphique. Et en matière de polar, c'est vraiment un truc que je conseille absolument. Et si graphiquement c'est très différent de Criminal, au niveau des scénars, on est exactement dans le même esprit. Mais voilà, fin de la parenthèse, revenons à Criminal. Alors, le deuxième récit,
que voici, qui s'appelle Impitoyable. Et ben on est dans le même registre que le précédent, avec cette fois un personnage principal qui s'appelle Tracy. Et c'est un ancien militaire qui revient dans la ville où il a grandi et qui lui aussi va rejoindre une équipe en train de préparer un coup. Mais lui, il le fait pour des raisons très précises et très personnelles. Et c'est un personnage qui est vraiment très différent de Léo dans l'histoire précédente, qui est beaucoup plus brutal et qui visiblement a plus rien à perdre. Et là, à nouveau, on a un scénario qui est assez impeccable de la part d'Ed Brubaker, avec une progression qui est assez imparable et une situation qui devient de plus en plus tendue au fil des pages. Et là, à nouveau, c'est vraiment très réussi. On a ensuite un récit un peu plus court, si je trouve, voilà, qui s'appelle Mort en sursis. Un récit en 3 parties qui se déroule, ça se déroule quelques décennies plus tôt. Ça se passe en 1972. Et alors chacune des 3 parties en fait adopte le point de vue d'un personnage différent. Et on va donc avoir 3 regards différents sur la même histoire. Dans la première, on retrouve un personnage qu'on a déjà croisé dans les récits précédents, mais qu'on retrouve ici dans un rôle très différent. Dans la deuxième partie, on suit le père de Tracy, qui était le personnage principal de l'histoire précédente, et on le suit à son retour du Vietnam en 1972. Et dans le dernier récit, Trouver la femme, là on adopte le point de vue de Danica, qui est en fait la jeune femme autour de laquelle toute cette histoire tourne. Et au départ, on a une histoire qui semble relativement simple, sauf que chacune des parties suivantes va introduire des éléments supplémentaires qui vont donner davantage d'épaisseur pardon, à l'histoire globale et qui vont la rendre encore plus tragique en fait. Et au niveau de la construction du récit, c'est vraiment du travail d'orfèvre de la part de Brubaker, parce que chaque partie peut se lire indépendamment des autres, mais ensemble, ça donne une histoire qui est vraiment d'une toute autre ampleur. Et alors, pour finir avec cette intégrale, on a tout un tas de bonus. On a les couvertures originales. On a des illustrations et des articles qui étaient parus seulement dans les versions single de la série. On a 2 courts récits. Et puis, on a quelques pages sur le travail préparatoire de Sean Phillips. Voilà pour le tome 1 de l'intégrale. Et on enchaîne, je viens par ici, avec le tome 2, qui vient donc tout juste de paraître, au mois de janvier, et qui est tout aussi bon que le premier, mais qui est sans doute plus varié au niveau des histoires. Alors, le premier récit, Putain de nuit, c'est un récit qui met en scène là encore un personnage qu'on a déjà croisé précédemment, mais dont on a surtout vu la création. La création, c'est Frank Kafka le privé, qui a un comic strip dont on voyait quelques cases par-ci par-là dans les récits précédents. Et alors, le créateur de cette BD, c'est un type qui a vraiment eu une vie de merde, et une vie qui pourtant va pas tarder à devenir encore pire, après sa rencontre avec une femme, Iris, qui va l'embarquer dans une histoire dont il sortira pas intact, faut bien le dire. Et c'est littéralement une descente aux enfers. Et c'est l'histoire d'un homme qui sombre progressivement dans la folie. Et il sombre dans la folie, et on commence à découvrir ça quand la réalité se mélange à la fiction, comme on le voit ici par exemple. Et lui, donc, c'est Frank Kafka, c'est le héros du comic strip. Qu'est-ce qu'il fait dans le monde réel ? Eh ben, vous verrez bien.
On passe ensuite à Pauvre pêcheur, le deuxième récit de cette intégrale. On retrouve Tracy, le héros de la deuxième histoire dans le volume précédent. Et Tracy se retrouve à enquêter sur une série de meurtres dans le monde du crime. Et ce qui ressemble quand même à un début de guerre des gangs, sans qu'on sache trop qui peut en tirer profit. Et dans le même temps où il enquête, Tracy il est rattrapé par son passé. Et pardon. Et on sent au fil des pages les murs qui sont en train de se refermer autour de lui. Alors c'est comme toujours, c'est super violent. Peut-être plus encore ici parce que c'est quand on découvre qui est à l'origine des meurtres et pourquoi tous ces meurtres. C'est le truc le plus noir, je pense, que Brubaker et Phillips aient fait dans la série Criminal. Mais c'est comme toujours, c'est maîtrisé de bout en bout, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau du scénario. Et alors, la dernière histoire de ce deuxième tome de l'intégrale, c'est Le Dernier des Innocents. Là, c'est l'histoire d'un type plutôt ordinaire, qui retourne dans la petite ville où il a grandi et qui va en profiter pour faire quelque chose. Un truc qui va forcément, ça va bouleverser sa vie. Pour le meilleur, c'est en tout cas ce qu'il espère. On verra ce qu'il en sera. Et là, on retrouve une thématique qui est finalement assez similaire à celle de Friday, avec un personnage qui est amené à revisiter sa jeunesse et à constater combien les choses étaient quand même beaucoup plus simples avant. Et graphiquement, ça se traduit par des pages dans un style très différent, comme cette page à droite, où Sean Phillips, en fait, c'est un style comics humoristique des années 50. Et ça fonctionne vraiment bien, parce que on a d'un côté la légèreté de ces séquences où le personnage revisite son passé, mais tout en lui donnant une espèce de version idéalisée. Et de l'autre côté, on a la noirceur du présent, où il s'est lancé dans un truc où il y a en gros que deux issues, la réussite ou la mort. Et vous verrez bien comment tout ça se termine. Et puis donc, à nouveau, ce deuxième volume se termine avec encore tout un tas de bonus, sur le même modèle que dans le volume précédent. Et il reste donc un troisième volume à paraître, qui donc devrait logiquement réunir le 7e tome de la première édition de Criminal, et puis les deux albums Mes héros ont toujours été des junkies, et Un été cruel. Alors, je sais pas pour quand c'est prévu, mais en ce qui me concerne, j'ai déjà commencé à mettre quelques euros de côté. Et alors, avant de finir, quelques mots quand même sur Jason Pearson. Jason Pearson, dont on a appris la disparition il y a une dizaine de jours, mais qui est mort en fait en décembre dernier. Et Jason Pearson, c'est un artiste qui a quand même 30 ans de carrière derrière lui, mais qui n'a pas été très prolifique pendant ces 30 ans. Notamment, c'est un dessinateur qui n'a jamais bossé sur des longs runs, sur des séries, sauf un peu à ses débuts sur la Légion des super-héros. C'était aussi un des créateurs des studios Gaijin, qui est un groupe dans lequel on retrouvait des artistes comme Adam Hughes, Cully Hamner, Brian Stelfreeze ou Tony Harris. Et en France, on le connaît surtout à travers deux titres, Buddy Bags et la mini-série Deadpool, Il faut soigner le soldat Wilson. Alors, Buddy Bags, c'était vraiment sa création. Il a publié une mini-série en 1996 chez Dark Horse. En France, c'était paru à l'époque chez Semic, dans la revue Planet Comics en 1999. Et c'était ensuite ressorti en album chez Delcourt en 2006. Et c'est un truc assez fun. C'est un mélange d'ultra-violence et d'humour noir. C'est l'histoire d'un chasseur de primes
qui découvre sur le tard qu'il a une fille, et la fille en question, elle est totalement barge, et elle va l'accompagner dans ses missions. Et là, on a un truc qui est quand même extrêmement dynamique, ça pète dans tous les sens, avec des séquences où la violence est toujours atténuée par le côté à la fois outrancier et cartoonesque des dessins. Alors, c'est clairement pas le truc le plus original du monde, mais c'est un truc qui se lit vraiment super bien. C'est une espèce de tornade qui embarque le lecteur pendant 100 pages et qui ne te laisse pas le temps de réfléchir, en fait. Il faut juste se laisser emporter par le rythme, et ça marche vraiment bien. Alors, Pearson a repris les personnages dans quelques récits et dans une paire de one-shots qui, à ma connaissance, n'ont jamais été publiés en France. Et en 2015, il avait lancé un financement participatif pour publier une suite. Sauf que, eh ben, en fait, rien n'est jamais sorti. Et l'autre titre dont je vais dire 2 mots, c'est cette mini-série Deadpool, il faut soigner, j'étais sûr que j'allais la faire, il faut soigner le soldat Wilson, qui date de 2010, et que Panini a réédité il y a à peine 3 mois, dans sa dernière collection en date à 6,99. Alors, c'est une histoire qui est écrite par le scénariste Duane Swierczynski, et qui se situe hors continuité, et dans laquelle Deadpool doit témoigner devant le Sénat américain à propos d'une opération secrète qu'il a dirigée en Amérique du Sud et qui a tourné au carnage. Et le scénario est vraiment pas mal. Swierczynski, en fait, il écrit une comédie très noire qui s'inspire de toutes les opérations secrètes américaines qui ont été menées pendant très longtemps dans différents pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Et puis au dessin, eh ben, on a à nouveau le dynamisme des planches de Jason Pearson, qui est quand même assez impeccable. Et alors le récit tourne vraiment très vite au jeu de massacre, mais finalement on retient davantage le côté fun des séquences que leur côté brutal. Et franchement, si vous ne connaissez pas le travail de Jason Pearson, à 6,99, c'est vraiment, à mon avis, une bonne occasion pour le découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.